Alors, pour commencer, ouvrir un petit peu cette discussion, est-ce que le parallèle avec les années 30 et aujourd'hui, est-ce que ce parallèle il est pertinent d'après vous? La comparaison avec les années 30, c'est très intéressant parce que pendant longtemps, j'ai été réticent ou circonspect. Tout simplement parce qu'on la voyait surgir à titre de marronnier de presse, en l'occurrence, sur les couvertures des hebdomadaires, retour des fascismes, retour des années noires, retour des années 30, etc. De la même manière que depuis les années 70, fin des années 70, on parlait du retour de la crise. Et un marronnier de presse, par définition, c'est bête. C'est pas interrogé, ce n'est pas problématisé, ce n'est pas fondé. Et dès lors, ça me laissait assez froid, d'autant plus que je trouvais d'autres types de comparaisons peut-être plus élucidantes, plus intéressantes pour comprendre notre présent, plutôt avec la fin du 19e siècle. Il me semblait que cette phase de développement violente d'un capitalisme prédateur, dévastateur, colonisateur, qui puisait dans les ressources à la fois de la planète et de l'humanité de manière outrancière, cette première phase de mondialisation supposément heureuse, qui a coexisté également avec une période de remise en cause des démocraties, ça me semblait plus pertinent pour comprendre notre présent, et c'est quelque chose dont on pourrait parler dans d'autres circonstances. Il se trouve que l'actualité de notre pays, notamment, m'a fait me réinterroger sur les années 30, et je l'ai fait assez spontanément, en réalité, un peu à la volée, comme ça, en cours, avec mes étudiants. Je leur disais que ce qui se passait singulièrement en France depuis 2017, en gros un pouvoir libéral autoritaire, qui était modérément démocrate et violemment pré-patronat, me faisait songer à une période de l'histoire qui était la séquence, on va dire, 1930, 32, 33, et le moment von Papen, sur lequel on pourra revenir. Et le vote de la loi immigration en décembre 2023, avec cette synthèse macrono-lepéniste qui a été actée de manière spectaculaire à l'Assemblée nationale, comme de manière générale, par ailleurs, au Parlement français et au Parlement européen, les supposés centristes, les extrêmes centristes, comme les appelle Pierre Cernat, et l'extrême droite votent généralement de concert, ensemble. Tout cela m'a conduit à rouvrir ce dossier de 1932-1933, non pas au sens paresseux d'un retour des années 30, parce que là, il m'est apparu, du point de vue sémantique, si vous voulez, que ce terme de retour était non seulement paresseux, mais aussi faux, puisque le retour laisse à croire qu'on a affaire à un phénomène parfaitement naturel, inéluctable, irrépressible. Il y a le retour des saisons, il y a le retour de la marée, le retour des cycles lunaires, et donc il y aurait le retour des années 30, ce qui, par là même, invitait à une forme de fatalisme désenchanté. J'ai plutôt pensé la période, alors là, pour le coup, à l'aide des travaux d'un ami philosophe, Michael Fussell, qui avait fait un livre remarquable sur l'année 1938 en France, un livre aux presses universitaires de France intitulé « Récidive ». Et ce terme-là de récidive me parlait beaucoup plus à moi, historien, puisque on sortait, si vous voulez, du registre des sciences naturelles, le retour des saisons, registre des sciences naturelles qui est souvent convoqué d'ailleurs pour parler de la montée, de la poussée, de la tectonique, vous voyez, tout ce registre métaphorique qui emprunte à l'hydrographie, à l'océanographie, à la géologie, à la tectonique des plaques. On a affaire à un phénomène naturel incoercible, c'est ça que ça veut dire. Eh bien, au lieu d'emprunter à ce registre-là, on tapait dans un autre registre qui est celui du juridique et du judiciaire. La récidive, c'est différent, c'est pas le retour. Un retour qui serait, si vous voulez, spontanément de son propre mouvement, de sa propre cinétique. Avec la récidive, on a affaire à des acteurs sociaux qui ont une pragmatique, qui ont une idéologie, qui ont des intérêts et qui ont dès lors une responsabilité et possiblement une culpabilité. La récidive en droit, c'est parfaitement défini dans cet ordre-là. Et ça me semblait beaucoup plus élucidant pour le coup, pour penser ce qui s'était passé, en l'occurrence, en 1932 en Allemagne. Vous avez un pouvoir libéral autoritaire, et d'ailleurs le syntagme de libéralisme autoritaire que l'on entend beaucoup aujourd'hui chez les politistes, chez les philosophes, chez les sociologues, chez les historiens, je pense aux travaux de Barbara Stiegler, de Grégoire Chamaillou, etc.,
ce syntagme-là de libéralisme autoritaire qui peut paraître oxymorique, contradictoire. Les libéraux sont des libéraux, ce ne sont pas des autoritaires. Ah oui, regardez un petit peu en pratique ce que ça donne, hein, dans le passé et dans le présent. Eh bien, ce syntagme-là de libéralisme autoritaire a précisément été forgé à l'automne 1932 par un juriste allemand qui s'appelle Hermann Heller, qui était professeur de droit à l'université de Francfort, qui était un grand rival de Carl Schmitt. Et il a forgé, Hermann Heller, ce syntagme-là pour penser, non seulement la pensée juridique de Carl Schmitt, mais aussi la pratique du pouvoir des libéraux autoritaires qui étaient au pouvoir à l'époque en Allemagne. En l'occurrence, ce sont des gens qui étaient très modérément démocrates, qui avaient d'ailleurs un projet de refonte de la constitution de Weimar dans un sens violemment présidentialiste, le tout accompagné de retour au suffrage censitaire, d'un point de vue social et fiscal, de l'abandon du suffrage des femmes, hein, qui avait été instauré en Allemagne en 1919, et par ailleurs, qui menait une politique de l'offre, une politique pro-patronale, alors faite de déconstruction du droit du travail, de subventions directes, de crédits d'impôt, enfin toutes choses qui peuvent nous évoquer 2-3 éléments plus contemporains. Et c'est dans cette optique-là, pour comprendre effectivement ce que nous vivions, et le moment très curieux que nous vivions, avec des gens censément libéraux, censément centristes, censément amoureux de la norme, du droit, etc., qui, en réalité, maintenaient un pouvoir violemment hostile aux intérêts de, on va dire, à peu près 100% de la population, avec l'aide d'une violence dont on a vu le déchaînement à partir de 2018 en France. Ça me semblait éclairant pour aujourd'hui. Et il me semblait que le parallèle était d'autant plus pertinent que nous devons beaucoup aux années 30, beaucoup de choses qui ont été expérimentées en termes budgétaires, politiques, sociaux, dans les années 30, dans le contexte de la grande crise du libéralisme post-automne 1929, ces choses-là ont été matricielles pour aujourd'hui. La politique austéritaire, ça date de cette époque-là. Le keynésianisme, ça date également de cette époque-là. Le néolibéralisme a été théorisé précisément au début des années 30 en Allemagne. Par ailleurs, évidemment, le libéralisme autoritaire, je le disais, est un outil d'analyse qui a été forgé très pertinemment à cette époque, qui est donc très employable aujourd'hui. Et là, on en vient au sous-texte de ta question, est-ce qu'on a le droit de faire cette comparaison ? Et je me suis amusé récemment, puisque je vais rééditer des travaux précédents qui touchent à la réception de l'Antiquité, j'avais fait ma thèse sur le nazisme et l'Antiquité, je me suis amusé à regarder un petit peu ce qu'on dit dans la presse convenable sur mes collègues, camarades et amis qui travaillent en histoire grecque et en histoire romaine. Et je me suis aperçu que dans la presse comme il faut, il est tout à fait pertinent, selon cette presse-là, de faire des comparaisons avec l'Athènes du 5e siècle. Alors ça, c'est autorisé. L'analogie est féconde. La comparaison est fertile. Ça nous introduit, ça nous réintroduit à cette histoire qu'on a trop souvent abandonnée ou délaissée. Mais pour les années 30, sauf quand c'est lamentablement fait en couverture de magazine, comme diraient nos amis suisses, ça joue plus. Ça joue plus, on n'a pas le droit. Alors que si, puisque toute histoire est comparative par définition, l'opération historiographique, tous les chercheuses et tous les chercheurs le savent, nous comparaisons en respirant, puisque notre questionnaire, le questionnaire que nous adressons au passé, est un questionnaire par définition du présent. On ne faisait pas d'histoire de l'environnement à Rome il y a 40 ans. On ne faisait pas de l'histoire des femmes en Grèce antique, en Grèce classique et archaïque il y a 50, 60 ans. On le fait désormais, tout simplement, parce qu'on a de nouvelles générations d'historiennes et d'historiens qui arrivent avec leurs problématiques, leurs questionnements, leurs intérêts. Ça paraît une banalité, mais il vaut de le rappeler, puisque sur certains plateaux de télévision, parfois, on a du mal à comprendre ce que c'est que la recherche en histoire. Toute histoire est contemporaine, par définition, puisque c'est d'ici et de maintenant que j'interroge le passé. Ça implique également, évidemment, ensuite de faire son travail avec honnêteté, à charge et à décharge, à mettre à l'épreuve ses hypothèses et à se voir contredire, potentiellement, par l'historiographie des collègues ou par les sources. Mais le fait que toute histoire du passé est faite à partir du présent est une évidence. Et c'est quelque chose qui est reconnu par tous les praticiens des sciences humaines. J'aime bien citer Émile Durkheim. Émile Durkheim, le père de la sociologie en France, professeur en Sorbonne au début du XXe siècle, avant la Première Guerre mondiale, et qui était un positiviste strict.
Il ne voyait de sciences sociales que de sciences, et une science associée à la science physique, qui formule des lois, le tout arrimé à un appareil quantitatif, statistique, indubitable et irréfragable. Eh bien, lui disait quand même que si la sociologie, je le cite, n'était que de l'art pour l'art, elle ne vaudrait pas une heure de peine. Eh bien, je considère que c'est... Tous mes amis chercheuses et chercheurs le considèrent aussi. Je considère que ça vaut également pour l'histoire. L'histoire est une discipline poétique et esthétique, bien sûr, de délassement bourgeois, de divertissement au sens pascalien du terme. On va se promener dans l'exotisme, dans le miracle grec, dans le sublime de ceci ou l'étrangeté de cela. C'est vrai, et je cultive volontiers. C'est également une discipline métaphysique, puisque c'est une discipline qui travaille par essence et par définition la finitude, notre finitude. Nous travaillons avec des morts et nous rendons leur avenir aux morts. Ça, c'est très important, et on pourra y revenir sans doute pour la dimension d'espoir que recèle l'histoire. Mais l'histoire est également une discipline politique, et en France, on est bien placé pour le savoir, puisque rappelons que c'est la Troisième République qui inscrit l'histoire comme discipline obligatoire à tous les niveaux du cursus. Tout simplement parce qu'on estimait, dans les années 1870, que pour former des citoyennes et des citoyens libres et éclairés, capables de vivre la République, il fallait faire de l'histoire dès l'école primaire. C'était une histoire, effectivement, parfois un petit peu enjolivée et qui ne correspondait pas forcément à tous les critères de scientificité que l'on exige d'elle aujourd'hui, mais en tout cas, la consubstantialité de la réflexion historienne avec l'exercice du suffrage citoyen et de la réflexion et du débat citoyen a été posée dès les fondements de notre République. Donc ça ne date pas d'hier et il faut quand même là aussi de le rappeler. Comme toutes et tous, quand on est allé à l'école, on a appris pieusement le catéchisme de l'histoire, de la Seconde Guerre mondiale, de la résistance, etc. Une résistance totalement embaumée, comme l'histoire de la Révolution française. C'est un objet froid et mort. Alors voilà, un jour on a pris la Bastille, puis depuis il ne faut surtout plus s'y risquer. De même la résistance, alors voilà, on a une jolie peinture murale ici, on a des stèles, on a des monuments, on a des plaques que l'on fleurit tous les 8 mai ou tous les anniversaires de libération ou de décès des résistants, mais ça ne va pas plus loin. Une histoire totalement embaumée, ce que Nietzsche appelle une histoire antiquaire. Voilà. C'est un objet froid et mort, et objet de révérence, de pieuse récitation. Et ici, vous avez rendu à nouveau l'histoire vivante. Et ce que vous avez fait ici est totalement concomitant d'un point de vue scientifique. Des travaux, alors je pense à ceux de Laurent Dezou, je pense à ceux de Pierre Laborie, immense spécialiste de la résistance, et d'une historienne de la résistance qui s'appelle Alia Aglan, qui est professeure à Paris 1, et qui, au même moment où tout cela se passait ici, a fait un livre fondamental, c'est son HDR, sa deuxième thèse, ça s'appelle Le temps de la résistance. Et elle a montré quelles étaient les planifications, les ouvertures, les projets, les rêves et les désirs des résistants pour l'après-guerre. On le voit très bien avec Marc Bloch, que là aussi on va embaumer dans un discours présidentiel un peu catéchétique, en gommant totalement la subversivité, bien sûr, mais Marc Bloch faisait partie de ceux qui réfléchissaient à l'après-guerre, et notamment à l'organisation du système scolaire, universitaire, la réforme des concours, la réforme des cursus, etc. Eh bien, elle a fait ce travail-là, et elle montre que face à la fermeture nazie, le nazisme est une gigantesque entreprise de désespérance pour la quasi-totalité de la population de l'Europe. On enferme les gens, on les plonge dans la nuit. Eh bien, la résistance, par sa réflexion, par sa créativité, pour le coup, le programme du Conseil de la Résistance est une œuvre paradigmatique à cet égard, rouvre les perspectives et rouvre un avenir. Et c'est vrai que lorsqu'on lit, pour toutes celles et ceux, enfin tous ceux, généralement c'est les hommes qui professent sentencieusement que la résistance est apolitique, etc. Pardon, mais quand on lit le programme du Conseil de la Résistance, présidé le 15 mars 1944 par un chrétien-démocrate, Georges Bidault, pas un léniniste, eh bien là on a un objet d'une valence et d'une ferveur politique qui ferait multiplier les infarctus sur les plateaux de télévision aujourd'hui. Quand on voit les mesures qui sont entraînées, qui ont été reprises d'ailleurs une seule fois dans l'histoire politique française, c'est-à-dire le programme commun de la gauche en 1981, ça a de quoi donner des sueurs froides à tous les pseudo-experts voilà. On va continuer. Alors justement, maintenant, on a pris
Donc le parallèle était pertinent, que c'était un outil pour éclairer notre présent, mais aussi le passé. Mais alors pourquoi ça dérange quand on fait des parallèles en fait? Et pourquoi, notamment sur cette question, tu l'as très bien dit, quand il s'agit d'antiquité, on peut le faire à tout va. Quand il s'agit du nazisme, quand il s'agit de l'extrême droite, là, il faut prendre des pincettes, venir armé, comme tu parlais hier, quand on préparait cet entretien de notes de bas de page, qui sont très nombreuses dans tes derniers travaux. Il faut être irréprochable. Alors, en fait, à quoi on touche quand on fait un parallèle et pourquoi ça dérange? C'est quoi? C'est parce que c'est la déontologie de l'historien qui l'interdirait? Est-ce que c'est parce qu'on touche à une réalité qui dérange? Et surtout, qui dérange en réalité ces parallèles? Je crois que tu as donné déjà des réponses dans ta question. Disons que quand on fait des parallèles avec l'Antiquité, c'est de l'ordre du délassement bourgeois. Donc c'est permis. On va communier dans le culte du miracle grec, de l'aube homérique, on va se délecter de la lecture de classiques traduits, puisqu'on ne lit plus ni le latin ni le grec, et on va se rassurer sur sa propre appartenance, au fond, à une élite culturelle qui pourrait se délasser d'Antiquité. Lorsque on touche à des objets plus contemporains, déjà la proximité, elle est de l'ordre de la continuité, puisque les acteurs, s'ils ne sont plus les mêmes au niveau des générations, ce sont les mêmes au niveau des filiations idéologiques. Rappelons que nous célébrons ici la résistance, mais ça n'a pas empêché que récemment, je crois, un député associé à un parti fondé par des Waffen-SS, des miliciens et des anciens membres de l'OS soit élu. Sur la circonscription. Voilà, sur la circonscription. Il ne me semble pas que le dit parti ait fait un retour critique sur cette histoire-là. Qu'il ait été fondé par des Waffen-SS, de la division Charlemagne, ne pose aucun problème, manifestement. Il n'a pas fait l'objet de retours critiques ou d'élucidations internes, etc. De la même manière que le glorieux chef, le fondateur de ce parti en 1972, a eu droit à des funérailles quasi nationales dans le mouvement. On pensait qu'il en avait été exclu, mais non, finalement, la mort l'a sublimé. Donc il y a une continuité. Une continuité traçable historiquement et attestable factuellement. Donc déjà, évidemment, ça gêne nos entournures. Par ailleurs, par le raisonnement analogique, on voit très bien qu'on a affaire à des types d'acteurs qui défendent des types d'intérêts selon des modalités qui sont étrangement similaires aujourd'hui. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a identité. L'identité mathématique, c'est A égale B. Pas question de dire que M. von Papen et M. Macron, est un avatar de von Papen. Par contre, il s'agit de raisonner par analogie et de montrer que dans les contextes qui sont les leurs, les acteurs, de fait, sont très semblables, défendent des intérêts étrangement similaires, et selon des modalités, là encore, parfaitement identifiables. Lorsqu'il s'agit de gouverner sans majorité, par dissolution successive, de rechefs sans majorité, par état d'exception permanent et par la violence policière, en défendant les intérêts d'une fraction minime de la population, en gros, les grands agrariens, je parle de l'Allemagne 1932 bien sûr, les grands agrariens, la banque, l'industrie, l'assurance, n'oublions pas que le deuxième ministre de l'économie du Troisième Reich, à partir de juin 1933, et Kurt Schmidt, le PDG d'Allianz, ils étaient tous dedans, alors jusqu'aux oreilles, on a un peu de confiture. La banque, l'industrie et l'assurance, les grands agrariens, l'armée aussi, qui était un facteur important à l'époque. Et bien, lorsqu'on défend les intérêts de cette fraction-là de la société, ça ne peut se faire que par la contrainte et la violence. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, et je m'en suis convaincu à nouveau en reprenant non seulement le dossier des années 30-32, mais aussi par un travail ultérieur que j'essaie d'achever avant qu'il ne m'achève sur les 6 premiers mois de 1933, je me rends compte que les Allemands ne voulaient pas de ça. Le parti nazi s'effondre à l'automne 1932. Les nazis n'ont jamais gagné une élection, Hitler n'a jamais été, au niveau national, Hitler n'a jamais été élu à aucun mandat. Il a été nommé quelque chose de l'ordre d'une conjuration élitaire qui a estimé rationnel et raisonnable de faire une alliance entre extrême centre et extrême droite. C'est vraiment comme cela que ça s'est passé. Bien, quand on poursuit l'analyse jusque dans les 6 premiers mois de 1933, qui sont les véritables mois de la prise de pouvoir des nazis, cette prise de pouvoir, elle se fait contre la volonté des Allemands. Parce que tous les indicateurs dont on dispose, qu'ils soient qualitatifs, télégrammes d'ambassadeurs, rapports de police,
journaux intimes ou quantitatifs. On a par exemple les chiffres des élections professionnelles d'avril 1933. Écoutez, on parle beaucoup de montée irrépressible ou de déferlante. Pardon, mais le syndicat nazi NSBO, aux élections professionnelles d'avril 1933, fait 11,7%. En termes de raz-de-marée, il y a peut-être parfois plus convaincant, si vous voulez. Donc il a fallu à chaque fois imposer le nazisme par la force. Que ce soit une force physique, et alors là, pour le coup, Göring va y travailler à partir du 31 janvier 1933, ou que ce soit par la violence symbolique, et ça je le montrais déjà dans Les Irresponsables, tout le système Hugenberg, un système médiatique qui dominait 1600 journaux, 2 compagnies de cinéma, c'est-à-dire plus du tiers du paysage médiatique allemand de l'époque, eh bien, cette entreprise idéologique a, de fait, extrême droitisé le pays en imposant les thèmes, les thèses et les termes de l'extrême droite, et de ce point de vue-là, nous sommes bien placés pour le savoir. Mais ce nonobstant, et c'est là que, pour le coup, on pourrait y revenir, l'histoire n'est pas du tout, si vous voulez, un testament qui invite au fatalisme ou à la résignation. Bien au contraire, moi, si je fais de l'histoire, c'est pour vivre, hein, c'est pas pour me terrer sous ma couette ou me terminer au Lexomine. Hein. C'est véritablement pour pouvoir me lever le matin, hein, c'est pour être heureux. Eh bien, l'histoire nous montre, de ce point de vue-là, très clairement, pour ce moment paradigmatique qu'on nous présente comme un moment de nécessité, d'inéluctabilité, de fatalité, de « il devait gagner, c'était comme ça ». Et d'ailleurs, regardez, en juin 2024, 27 sondages nous incitent à ne pas aller voter, parce que de toute façon, ça y est, le RN a déjà gagné. C'était ça le message, hein, en juin 2024. Bon, alors, finalement, c'est manifestement pas passé comme ça. Et la gauche est arrivée au pouvoir. Voilà. Parce que le chef de l'État, garant des institutions et de la Constitution, a respecté la logique parlementaire du régime. Il faut le souligner, comme en son temps, le président Hindenburg, à partir de mars 1930, qui décide méticuleusement de violer la Constitution et de gouverner par état d'exception permanent, puisque, de fait, la gauche était en majorité relative à cette époque, et que c'était inacceptable. Avec des parallèles étonnants, hein, de procrastination répétée, souvenez-vous l'été 2024, la trêve olympique, etc., etc. Là, au printemps 1928, le président Hindenburg, constatant que le SPD arrive en tête, 30% des voix, met 3 semaines à se décider, à se résigner, à convoquer un membre du SPD pour lui confier la direction du gouvernement. 3 semaines, alors que normalement ça se fait dans la journée, si vous voulez. Ça lui était physiquement impossible. Hein, la gauche, ce n'était pas possible. Il y a des gens comme ça, manifestement, encore aujourd'hui. Eh bien, ce que nous montre l'histoire pour le coup, c'est que rien n'était écrit. Là, j'y reviens longuement dans mon prochain ouvrage, hein, sur ce moment du 30 janvier 1933, où, selon toute hypothèse et selon toute rationalité, le gouvernement d'union des droites, extrême centre, extrême droite, dirigé par Hitler, n'allait pas être nommé. C'était impossible. Les divergences étaient trop fortes au sein du cabinet, mais finalement, il en a été autrement. Donc, pour bien montrer qu'on a affaire à, non pas un paradigme de fatalité, qui invite au fatalisme, à la résignation, mais au contraire un paradigme de contingence totale. Il aurait pu en être autrement, et d'ailleurs, tous les analystes, tous les observateurs et tous les acteurs de la vie politique allemande ou internationale, hein, songeons à Léon Blum, qui très pertinemment, en novembre 1932, le 9 novembre 1932, fait un édito dans Le Populaire en disant ceci: Hitler est exclu du pouvoir, il est exclu de la perspective même du pouvoir. Eh bien, Léon Blum avait raison. Et il avait raison. Il a fallu autre chose pour mettre l'extrême droite au pouvoir. Et pour enfin répondre à ta question, pardon, pourquoi ça gêne? Parce que cette comparaison, déjà parce qu'elle est trop claire, trop explicite et trop élucidante. Et c'est d'ailleurs pour ça que, au-delà de ce problème-là, au-delà de cette question-là, on goûte assez peu l'histoire lorsqu'elle a ce rôle-là d'élucidation. Lorsque, encore une fois, elle invite à la pieuse dévotion vers les antiquités sublimes, l'exotisme épastrouillant ou ceci, cela, là ça va. Par contre, quand elle a un rôle vraiment critique, là ça joue plus. Bon. Et l'obstacle peut-être le plus sincère, finalement, que je peux trouver chez les objecteurs de conscience historique, c'est la comparaison avec l'extrême droite des années 30. On nous dit, mais attendez, tout de même,
les nôtres, là, aujourd'hui, nos fachos d'aujourd'hui, c'est quand même pas très blinka. Mais oui, mais en 1932 non plus. Qu'est-ce que c'est que le NSDAP, le parti nazi, en 1932, 1933, 1934? C'est littéralement la raison sociale de l'extrême droite allemande. C'est les fachos de l'époque, avec les caractéristiques de l'époque. On venait de vivre la Première Guerre mondiale, on avait une Europe où le taux de circulation d'armes était à peu près comparable à celui des États-Unis aujourd'hui. Tous les ressacs de l'histoire avaient déposé dans les greniers, dans les caves, dans les armoires, des tonnes d'armes, des millions d'armes. Il y avait une conception de la virilité qui était différente, qui était celle d'un ancien combattant, qui était celle de la baston, du combat, etc. Effectivement, on a changé de monde de ce point de vue-là. Mais, mutatis mutandis, dans le contexte de l'époque, le parti nazi, ce n'est pas Auschwitz à l'époque. C'est l'extrême droite, c'est-à-dire une conception exclusiviste de la nation, violemment raciste, violemment antisémite, violemment misogyne, homophobe, etc. Bref, des caractéristiques que, il me semble, on retrouve assez bien chez les nôtres de fachos aujourd'hui. Autrement dit, l'analyse est tout à fait possible. Quand on fait l'histoire, on ne lit pas l'histoire par la fin. Du point de vue, et ça, alors là, on peut citer une bibliothèque entière de recherche sur la Shoah, du point de vue de la hiérarchie nazie elle-même, ce que l'on appelle, nous, la Shoah, et ce qu'ils appelaient, eux, la solution finale, est impensable d'un point de vue, on va dire, catégoriel, d'un point de vue logistique, d'un point de vue technique, d'un point de vue économique aussi. Ça coûte de l'argent de tuer les gens. Hein. C'est impensable jusqu'au minimum à l'été 1941. C'est tard. C'est très tard. Voire l'automne 1941. En 1933, on est dans un autre univers. La politique nazie est une politique, de ce point de vue-là, assez médiéval, on va dire, qui consiste à expulser des gens hors du biotope allemand. Hein, le slogan nazi fondamental, à cet égard, c'est Juden raus, les juifs dehors. Et ils s'en tiennent là, ils s'en tiennent à ça, jusqu'en 1941. Donc la comparaison de ce point de vue-là est tout à fait possible. Tu veux réagir, Gilles, aussi ou Oui, par rapport à ça, parce qu'on discutait hier, c'est que si on veut aller plus loin, là, pour être un petit peu pessimiste, c'est par contre, dès qu'ils arrivent au pouvoir, visiblement, le retournement de l'opinion publique en leur faveur est en 1933, non, il n'est pas rapide. Ah, justement, c'est ça qui est passionnant, c'est que, en fait, c'est ce qu'on a appris. C'est que, voilà, c'est la marche consulaire, en fait, c'est inéluctable, irréfragable, etc. Mais en réalité, non. Tous les indices dont nous disposons montrent que ce qu'on appelle, plus l'opinion publique, parce que dans un régime cognitif et médiatique contraint, il n'y a plus d'opinion publique, il n'y a plus de liberté d'expression très rapidement à partir de février-mars 1933. Mais l'opinion populaire, celle qui est consignée méticuleusement par les agents des RG, qui s'appelait la Gestapo à l'époque, hein, la police politique, les RG, qui vont dans les cafés, sur les marchés, noter les blagues, etc. Tout ce dont on dispose, et Peter Langerich, qui est un immense historien allemand, qui vient de publier un livre qui s'appelle Unwillige Volksgenossen, l'année dernière, enfin oui, il y a quelques mois, qui veut dire citoyen réticent. C'est ça le titre de son ouvrage. Il montre bien que l'opinion publique, l'opinion populaire, n'en veut pas. Je disais, élection professionnelle, les nazis font 11,7%. Comme plébiscite, c'est mince, si vous voulez. Donc il a fallu autre chose. Et ce qui a été décisif, c'est d'une part la cinétique propre des nazis. Ce sont des gens intelligents, décidés, et qui travaillent énormément. Quand vous voyez l'emploi du temps de Goebbels, j'ai repris ça de manière très méticuleuse pour mon prochain livre, cet homme travaille tout le temps. Tout le temps. Jour et nuit. Hein, il dort 4 heures par nuit, etc. Göring aussi. On a une image ultérieure de Göring comme une espèce de satrape bouffi, plastronnant de médailles, etc. Mais en réalité, c'est quelqu'un de très actif dans les premiers mois de 1933 à la tête de la police de Prusse. Eh bien, eux travaillent, mais ce qui a été décisif, et Goebbels le dit lui-même dans son journal, une citation de lui de 12 avril 1933, dans son journal, il dit mais c'est très étonnant en fait, ça va très vite, dit-il. Ça va très vite. Nous n'aurions jamais imaginé que ce soit aussi facile. Et pourquoi c'est facile? Parce que, le grand capital s'est couché très rapidement. Entre novembre, enfin, au plus tard, en novembre 1932. Et ensuite, vous avez des môles militaires successifs qui se couchent. Le premier qui cède en 4 jours, il faut le faire, 4 jours, c'est l'armée. L'armée était très réticente vis-à-vis des nazis pour plein de raisons. Mais comme Hitler leur promet une guerre
une multiplication par 50 des effectifs et des armements acquis mieux, les types ont vite compris où était leur intérêt en termes de progression de carrière. Le petit chose dont on ne se méfiait pas et qu'on pensait pouvoir dominer pour ses propres intérêts. Je cite volontiers la phrase de Von Papen qui dit « Mais vous inquiétez pas, le 30 janvier, il dit à des amis, ne vous inquiétez pas, nous l'avons engagé à notre service. » Engagé. Engagir en allemand aristocratique, ça veut dire véritablement, nous l'avons doté de gages pour qu'il soit l'intendant, le majordome, le domestique et l'intendant de nos intérêts. C'est un petit rien sans capital, sans nom, sans grade, sans titre, sans fortune, sans diplôme, et qui sera notre instrument. Sauf qu'ils se sont lourdement trompés sur la personnalité d'Hitler, d'une part, sur son entourage. Je ne pense pas qu'on se trompe beaucoup sur l'actuel. Mais par contre, pour ce qui est de l'extrême droite actuelle, attention aux deuxième et troisième lignes. Parce qu'en première ligne, c'est accablant. C'est navrant de vide et d'incompétence et d'absence de qualification, de personnalité, de culture, de vocabulaire. C'est nul au sens littéral. Par contre, derrière, attention. Derrière, ce ne sont pas seulement les bas-fonds des réseaux sociaux avec des candidates arborant des casquettes de la Luftwaffe, etc. C'est aussi des idéologues. C'est aussi toute la matrice, bien de chez nous, d'Action française. Des gens qui, alors là, c'est plutôt le réseau de la vieille extrême droite intellectuelle. Je pense aux Grèce, le groupe de recherche et d'études sur la civilisation européenne, autour de Lyon 3, avec Bruno Gollnisch, qui était professeur à Lyon 3, et je pense, et donc aussi à l'Action française, là, plutôt les réseaux Philippe Olivier, Marion Maréchal Le Pen, etc., qui, eux, sont des gens qui lisent, qui travaillent, et qui sont de véritables idéologues, et qui, le moment venu, pourront dérouler, comme ils disent. D'ailleurs, à propos de la casquette de la Luftwaffe, ça me fait penser à ta première question, sur la comparaison avec les années 30. Là où, quand je me suis résolu à cette comparaison et à reproblématiser cette comparaison, non pas de manière feignante, etc., mais à la penser vraiment, quand j'ai vu la surabondance et l'inflation des références aux années 30, non pas par les historiens, non pas par forcément les journalistes, mais par les acteurs politiques eux-mêmes. Parce que lorsque vous faites un salut nazi en Mondiovision à Washington, une fois, deux fois, trois fois, je pense aux deux d'Elon Musk plus Steve Bannon, vous faites une référence explicite au Troisième Reich et aux années 30. Lorsque vous arborez une casquette de la Luftwaffe, même chose. Donc en première intention, ce ne sont pas les historiennes et les historiens qui la font, cette référence aux années 30, ce sont les fachos eux-mêmes. C'est différent. Et dès lors, en tant qu'historien, on est bien obligé de se saisir de ce fait social, qui est un fait social massif, puisque aussi bien ces gens-là recueillent des suffrages, soit sur X, soit dans les urnes. Et donc, on est bien obligé d'être requis et de penser ce phénomène-là. C'est pour ça que je défends cette comparaison, parce qu'en première intention, c'est un phénomène social qui n'est pas dû aux historiens et historiens, mais aux acteurs politiques eux-mêmes. Et j'ai eu aussi une réaction peut-être sur... Non, c'est ce qui m'intéresse. À un moment donné, tu l'as mentionné, mais c'est vrai, puisqu'on est là aussi pour parler des parallèles, c'est aussi cette alliance des droites, finalement, qui était promue à l'époque en Allemagne, et c'est vrai que c'est quand même un discours qu'on entend de plus en plus et qui visiblement est mis en œuvre. Et donc, voilà, peut-être que tu peux expliciter ce moment-là. C'est vrai que nous on a vécu ici, le député dont je parlais tout à l'heure, Sassirko s'arrête juste là derrière, mais enfin, il est quand même soutenu indirectement par le président du conseil départemental, Marcel Sadier. Donc du coup, on a quand même, c'est quand même assez flippant, quoi. Et surtout la vitesse à laquelle ça se passe. C'est intéressant parce que le gouvernement du 30 janvier 1933 est un gouvernement d'union des droites, précisément. C'était présenté comme tel, et d'ailleurs, ce n'était pas présenté comme un gouvernement Hitler. Hein. Lorsqu'on reprend, j'ai repris méticuleusement la presse, à la fois allemande et internationale de l'époque, on parle du cabinet Hitler-Papen, ou Hitler-Papen-Hugenberg, parfois du cabinet Hitler-Papen-Hugenberg-Zelte, pour bien montrer qu'il y a toutes les familles de la droite libérale-autoritaire, nationale-conservatrice et nazie étaient bien présentes dans ce gouvernement de coalition. Il se trouve que ce qui est fait là au niveau du Reich, c'est-à-dire au niveau national, le 30 janvier 1933, a déjà été expérimenté au niveau local, puisque les nazis ont fait des scores enviables dans des élections dans des Länder. Vous savez que l'Allemagne est un pays fédéral encore aujourd'hui.
Il y avait 18 Länder à l'époque, 18 Länder avec 18 constitutions, 18 parlements, 18 cycles électoraux, 18 gouvernements, et des gouvernements qui étaient toujours des gouvernements parlementaires. Ils ont fait un score impressionnant aux élections régionales en Thuringe en décembre 1930, et ça a abouti au premier gouvernement de l'Union des droites, droite extrême droite, donc avec pour la première fois un ministre nazi, qui était le docteur Wilhelm Frick, docteur en droit, avocat, qui devient, je vous donne un ministre de l'Intérieur de Thuringe, parce que les nazis vont faire des gouvernements d'union des droites dans 3 Länder, la Thuringe, l'Oldenburg et le Braunschweig. Et à chaque fois, ils apparaissent très raisonnables à la droite, puisque la droite veut l'économie, enfin les choses sérieuses, les trucs d'adultes, mais les nazis disent écoutez, l'économie, on vous le laisse très volontiers, de toute façon on ne comprend rien, et puis c'est de toute manière le MEDEF qui dicte la feuille de route, donc nous on obéit. Vraiment, le MEDEF à l'époque c'est le RDI, le Reichsverband der Deutschen Industrie, les nazis ne s'intéressent absolument pas à l'économie. Ils répètent pieusement ce que les éléments de langage que le patronat leur a donné, mais systématiquement, ce qui là aussi peut évoquer certains souvenirs récents depuis juin 2024, où on avait un RN qui changeait littéralement d'avis et de position sur les problèmes économiques et sociaux d'une heure sur l'autre. Il y avait Jordan qui disait un truc, Patrick Martin qui disait non, et Jordan qui disait ah oui non mais finalement on a changé d'avis. Sur la retraite, sur la TVA, c'était fascinant. Les nazis c'était la même chose. Par contre, ce qu'ils demandent à chaque fois, c'est le ministère de l'Intérieur. Parce que le ministère de l'Intérieur, dans la mesure où il n'y a pas de police nationale en Allemagne à cette époque, c'est les nazis qui vont créer la police nationale en 1936, comme c'est Vichy qui va créer la police nationale en France en 1941, ça vaut peut-être parfois le rappeler. Eh bien, la police étant un attribut des Länder, diriger l'intérieur en Thuringe, en Saxe, en Hesse, en Hambourg, en Prusse, c'est avoir le commandement sur toute l'administration, sur toute la police, sur tous les services de renseignement et de répression. Plus, et ça c'est la cerise sur le gâteau pour les nazis qui sont très attentifs à ça, dans le portefeuille de l'intérieur en Allemagne, à cette époque, vous avez l'enseignement scolaire et universitaire, de la maternelle à l'université. Et ça, ils y sont très attentifs, à chaque fois. Et bizarrement, lorsque ils font ce gouvernement d'union des droites en janvier 1933, ils sont ultra minoritaires, et d'ailleurs la presse salue le coup de maître, le coup de génie de von Papen, puisque c'est la droite qui rafle la mise, puisque vous avez un cabinet de 12 personnes et vous avez 2 ministres nazis. Ils en ont réclamé 6 l'été précédent, ils n'en ont que 2, dont un sans portefeuille, Göring. Mais le ministre qui les représente au gouvernement et qui est doté d'une administration, c'est le ministre de l'Intérieur. Bizarrement, c'est le même docteur Wilhelm Frick qui a fait ses armes et ses dents en Thuringe, qui est nommé au niveau du Reich et qui va faire le boulot là aussi au niveau du Reich. Göring, lui, ne se contente pas de son ministère sans portefeuille au niveau du Reich, il se fait nommer dans la foulée commissaire du Reich pour l'intérieur en Prusse, la Prusse étant le plus grand des Länder allemands, 2 tiers du Reich et 2 tiers de la population. C'est aussi la plus grande force de police du Reich, c'est 90 000 hommes, auxquels il va adjoindre de manière fort opportune 50 000 SA et SS comme policiers auxiliaires en février.